Bon, passons maintenant grande 3 propriétés d'une onde lumineuse. Grande 3 propriétés d'une onde lumineuse. Bon, commençons par la notion d'onde lumineuse monochromatique. Donc, petit 1, onde lumineuse monochromatique. Bon, on a expliqué onde, monochromatique. Alors, mono veut dire un seul ou bien une seule. Chromatique veut dire couleur. Ça veut dire monochromatique, ça veut dire onde lumineuse à une seule couleur. Okay. Tout d'abord, comment on va savoir qu'une telle onde lumineuse est monochromatique? Alors, par définition, une onde lumineuse est monochromatique si elle ne subit pas une diffraction à la traversée d'un prisme. Alors, je rappelle qu'un prisme, c'est quoi? C'est un milieu matériel transparent, limité par deux faces, constitué par deux plans qui se coupent en une droite appelée arête du prisme. Bon, si je veux schématiser ce prisme, on va étudier plus tard le cas de la diffraction de la lumière lorsqu'il traverse un prisme. Alors, donc, voilà deux plans. Okay. Le premier plan, voilà le premier plan qui est en avant du tableau, okay, et le deuxième plan, okay, qui est à l'arrière du tableau. Voilà, donc. Ok, donc là j'ai une droite. Voilà, donc un prisme. Alors c'est l'arête du prisme. Ok, donc en optique on schématise le prisme ainsi. Voilà. Donc voilà la première face et la deuxième face. Donc onde lumineuse monochromatique. Ok, si on projette un faisceau lumineux mince sur un prisme, alors à la traversée du prisme, si on constate que ce faisceau lumineux ne subit pas de diffraction, ça veut dire alors bien sûr qu'il change de direction à cause de la réfraction qu'on a étudiée. Donc la première réfraction sur cette face et la deuxième réfraction sur cette face, mais sans qu'il aboutit au phénomène de réfraction. Dans ce cas, cette lumière, c'est une lumière monochromatique. Dans le cas contraire, si on projette un rayon ou bien un faisceau lumineux sur un prisme, à la sortie du prisme, on va constater qu'il y a plusieurs couleurs. Okay? Ça veut dire qu'on obtient un spectre de couleurs. Dans ce cas, la lumière projetée n'est plus une lumière monochromatique, c'est une lumière polychromatique. Okay. Donc, la lumière monochromatique, c'est une lumière qui ne subit pas de diffraction à la traversée d'un prisme. Donc, seulement, il subit deux réfractions successives. Okay. Donc, c'est la définition. Alors, lumière monochromatique, c'est une lumière qui ne subit pas de diffraction à la traversée d'un prisme. Alors là, lorsqu'il ne subit pas cette diffraction, on comprend que cette lumière est monochromatique, ça veut dire qu'il est constitué d'une seule couleur. Bon, alors,
La lumière monochromatique, la lumière monochromatique, ok? Donc c'est une onde progressive, voilà, sinusoïdale, ça veut dire que c'est une onde périodique, sinusoïdale. Alors sinusoïdale, on a vu pour les ondes mécaniques, sinusoïdale, ça veut dire que le mouvement de la source est sinusoïdal et ainsi le mouvement de tous les points du milieu de propagation ont un mouvement sinusoïdal. Ça veut dire régi par une fonction sinusoïdale. Là, puisqu'il s'agit de la lumière, c'est la propagation de deux champs, magnétiques et électriques. Les variations de ces deux champs sont régies par deux fonctions sinusoïdales. Bon, alors cette lumière monochromatique, puisqu'il est périodique, alors elle a une période. Et pour la lumière, ou bien les ondes, on préfère parler de la fréquence. Pourquoi? Parce que la période, elle est très courte, très petite. Okay. Donc on parle de la fréquence. Alors la fréquence qu'on note nu, okay, de la lumière monochromatique, okay, est imposée par la source, comme dans le cas des ondes mécaniques. La fréquence de l'onde mécanique est imposée par la source, par exemple le vibreur, tandis qu'ici, il est imposé par la source lumineuse. Bon, la fréquence nue de la lumière monochromatique est imposée par la source lumineuse. Ok? Bon, la vitesse de propagation. Alors la vitesse de propagation, comme le cas des ondes mécaniques, elle dépend bien sûr du milieu de propagation. Ok? Donc la vitesse de propagation dépend du milieu de propagation. Alors voyons voir cette vitesse dans le cas du vide et dans le cas des milieux matériels transparents. Alors toujours lorsqu'on parle de la propagation de la lumière dans un milieu, on doit qualifier ce milieu de transparent. Des fois j'oublie l'adjectif transparent, mais on doit toujours associer au milieu transparent. Parce que la lumière ne pourra pas se propager dans un milieu opaque. Alors là, on va parler de la vitesse de propagation. Petit 2, vitesse de propagation. Bon, petit a, dans le vide. Dans le vide, où il y a absence de la matière. Okay. Donc la vitesse de la lumière, la vitesse de la lumière est C. Alors C qui est égal à, il est très proche de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais nous, toujours on prend C égal à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça veut dire 300 millions de mètres par seconde. Alors cette vitesse-là, c'est une constante universelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire constante universelle? Ça veut dire que la vitesse de la lumière n'est pas relative comme la vitesse d'un objet matériel ou bien d'un système matériel. Je vais prendre l'exemple de moi par exemple. Ma vitesse par rapport à la Terre
ok, elle est nulle, ok, mais par rapport au Soleil, elle est égale à la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Ok. Si je suis en mouvement, donc ma vitesse par rapport au Soleil est égale à ma vitesse par rapport à la Terre plus la vitesse de la Terre par rapport au Soleil. Ça veut dire que la vitesse d'un objet matériel est une vitesse, elle est relative. Tandis que pour la lumière, sa vitesse ne dépend pas du référentiel choisi dans lequel on va mesurer cette vitesse. Par exemple, si je prends une source lumineuse, s'il est immobile, il va émettre une lumière qui se propage à cette vitesse, et même si cette source est en mouvement, quelle que soit sa vitesse, il va émettre la lumière avec cette même vitesse. Okay. Donc la vitesse ne dépend pas du référentiel choisi. Okay. Donc c'est une constante universelle. Okay. Dans petit b, dans un milieu, bien sûr un matériel, ok, transparent. Alors, la vitesse que je vais noter par V, elle est inférieure à C. Okay? Ça veut dire C, c'est la vitesse limite. La lumière ne possède cette vitesse que dans le vide. Alors, dans la matière, V diminue. Et là, on va parler de ce qu'on appelle indice de réfraction d'un milieu. Ok. Pour une onde monochromatique, monochromatique, dont je vais écrire tout simplement MC, monochromatique, on va parler de ce qu'on appelle indice de réfraction, okay, du milieu, transparent bien sûr. Okay. Donc l'indice de réfraction d'un milieu alors qu'on note par petit n est donné par l'expression suivante, ou bien par la relation suivante. Donc n égale à la vitesse de la lumière, ou bien le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le milieu V. Okay. Alors n, elle est 100 unités, okay, et elle est supérieure à 1, puisque toujours on a C est supérieur à V. Bon, exemple, pour un milieu qui est l'eau, on aura n égale à 1,33. Pour le verre, par exemple, on a n égale à 1,5. Alors du coup, on a la vitesse de propagation de la lumière dans l'eau, ok, est supérieure à la vitesse de propagation de la lumière dans le verre, puisqu'on a n qui est égal à C sur V, et puisqu'on a cet indice-là est supérieur à cet indice, ok, ça veut dire que V dans l'eau est supérieur à V on a cet indice est inférieur à cet indice. Okay. Ça veut dire que V dans l'eau est supérieur à la vitesse dans le verre. Alors, comme remarque, on va revenir à la deuxième loi de Descartes en ce qui concerne la réfraction. Donc, je rappelle cette loi. On a trouvé que V1 ou bien V2, ça veut dire la propagation de la lumière dans le milieu 2 fois sinus de l'angle d'incidence qu'on a
appelé I1, ok? Donc égal à V1 fois sinus I2. Je vais diviser par C, là, et C, là. Alors, je vais trouver quoi? Alors, V2 sur C, ça donne 1 sur N2. Et là, j'ai 1 sur N1. Et en multipliant N1, ok, fois sinus I1, va me donner N2 fois sinus I2. Et voilà la forme la plus simple, ou bien l'expression la plus simple de la loi de Descartes. Donc N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Donc petit 3, fréquence, nu et longueur d'onde. Fréquence, nu et longueur d'onde. Bien sûr, d'une lumière monochromatique. Alors, on a dit que nu est indépendante de quoi? Du milieu de propagation. Alors, on a signalé que seule la vitesse qui dépend du milieu de propagation. Bon, en optique, on préfère, donc en optique, on représente l'onde monochromatique l'onde monochromatique par lambda 0 qui est lambda 0 et la longueur ou bien sa longueur d'onde dans le vide. Bon, donc lambda 0 égale à C sur nu. Ok, C c'est la vitesse de la lumière dans le vide et nu c'est la fréquence de l'onde imposée par la source. Ok, ça veut dire que la longueur d'onde de la lumière, ok, dépend du milieu de propagation. Ok, donc lambda dépend du milieu de propagation. Et si on veut la calculer, donc on va remplacer C par V. Alors V sur nu. Alors pour lambda 0, donc à chaque lambda 0, ça veut dire longueur d'onde de le vide, correspond une lumière monochromatique. Et le spectre de la lumière visible, ça veut dire la lumière qui est sensible à la rétine de l'œil, donc se situe entre, alors pour la lumière visible, alors lambda 0 est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres et 400 nanomètres. Ça veut dire 0,8 micromètres et
0,4 micromètres. Okay. Donc si on représente les différentes lumières monochromatiques sur un axe, des longueurs d'onde par exemple, okay. Alors ici j'ai la longueur d'onde lambda 0, et là j'ai les fréquences nues, alors là en hertz, et lambda 0 c'est en nanomètres. Donc la lumière visible, elle est comprise, sa longueur d'onde dans le vide est comprise entre, donc là c'est 800, pardon, pour les longueurs d'onde, 800 nanomètres ok, alors là, pardon, parce que j'ai choisi le sens de l'axe vers ce côté, alors là j'ai 400 nanomètres, et là j'ai 800, voilà, 800 nanomètres. Et pour les fréquences, alors là, j'ai la fréquence de 7,5 fois 10 à la puissance 14 Hertz, donc c'est une fréquence très 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 grande. Et de ce côté, j'ai 3,75. 3,75 fois 10 puissance 14. Donc la lumière visible, ou bien la lumière monochromatique visible qui a la plus petite longueur d'onde, c'est le violet. Alors là, j'ai le violet. Et la lumière qui a la plus grande longueur d'onde et qui a la plus petite fréquence dans le spectre de la lumière visible, c'est le rouge. Ok? Et entre le rouge et le violet, on a, donc si on part de ce côté-là, ça veut dire les longueurs d'onde diminuent et la fréquence augmente. Donc le rouge, on a l'orange, puis le jaune, puis le vert, okay, puis le bleu et l'indigo. Okay, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, l'indigo et le violet. Alors pour la lumière invisible, parce qu'il y a les lumières visibles et les lumières invisibles, ça veut dire qu'ils ne sont pas sensibles à l'œil humain, ça veut dire l'homme ne peut pas voir ces lumières. On a les lumières, la lumière infrarouge qui se situe de ce côté, okay, ça veut dire sa longueur d'onde elle est supérieure à 800 nanomètres, l'infrarouge. Et de ce côté-là, on a l'ultraviolet. Alors pour la lumière infrarouge, ça veut dire sa longueur d'onde, lambda 0 de l'infrarouge, elle est comprise entre 1 mm comme longueur d'onde maximale et supérieur strictement à 400 à 800 nanomètres. Donc la lumière infrarouge est appelée onde électromagnétique thermique ou bien rayon thermique. C'est la lumière utilisée pour la vision nocturne et aussi dans les micro-ondes. Et puis la longueur d'onde de la lumière ultraviolet, alors elle est donc comprise entre, alors de ce côté-là, j'ai 400 nanomètres, et de là, j'ai
Donc, 10 nanomètres. 10 nanomètres. Voilà. Bon, passons maintenant à la diffraction d'une onde lumineuse monochromatique et on va voir comment on détermine les grandeurs intéressantes. Donc c'est le paragraphe, l'avant-dernier paragraphe, paragraphe 4. Passons donc au paragraphe suivant, paragraphe 4, diffraction d'une onde monochromatique. Alors, on va traiter le cas d'une diffraction par une fente verticale. C'est la même chose si la fente est horizontale. La longueur, je commence tout d'abord par les observations expérimentales. On a observé que la largeur de la tache centrale augmente dans 3 cas. Premier cas, si la largeur A de la fente diminue. Donc voilà la largeur A de la fente. Donc si A, largeur de la fente diminue. Si la longueur de l'onde augmente, ça veut dire si on fait l'expérience avec une lumière monochromatique rouge et une lumière monochromatique violet par exemple, dans les mêmes conditions, on constate que la tache centrale obtenue par la diffraction de la lumière rouge est supérieure à celle obtenue par diffraction de la lumière violet. Alors, ce qui change ici, c'est la longueur d'onde, puisque la longueur d'onde de la lumière rouge est plus grande que celle de la lumière violet. Donc si lambda, ça veut dire longueur d'onde dans le vide, lambda 0, augmente. Et finalement, si la distance qui sépare l'écran de la fente, sachant qu'on pose l'écran parallèle à la fente, augmente. Alors voilà cette distance qu'on va noter par D. Donc je vais tracer la direction de la fente. Autant qu'on éloigne l'écran de la fente, la largeur de la tache centrale augmente. Donc, si D augmente. Alors, on doit vérifier théoriquement ces 3 observations. Alors maintenant, on va voir une relation qui lie la largeur A de la fente, lambda 0, ça veut dire la longueur d'onde de l'onde de le vide, et D, la distance qui sépare l'écran de la fente. Et on reste toujours dans le cas d'une fente verticale. Ok? Alors là, on va parler de ce qu'on appelle écart angulaire, petit 2. Écart angulaire. Et à partir de cet écart, on va trouver la relation dont j'ai parlé. Donc cet écart angulaire, on le note par θ. Alors, que représente l'angle θ? Donc je vais vous montrer sur la figure. Bon, on projette un faisceau laser, ok, sur la fente. La partie de ce faisceau qui tombe sur
la partie obscure de la fonte ne passe pas. Seulement la lumière qui tombe sur l'ouverture, ça veut dire sur la fonte, qui passe et il subit une diffraction. On a dit que la diffraction a lieu si A est proche de lambda, ok, ou bien inférieur à 100 lambda. Ça veut dire que le phénomène, je vais écrire ça, donc le phénomène de diffraction n'est observable, ça veut dire qu'il n'a pas lieu que si la largeur de la fonte A est comprise entre lambda et 100 lambda. Si A dépasse ces limites, il n'y aura pas de diffraction. Alors, donc la lumière subit une diffraction au niveau de la fonte. Ça veut dire qu'il change de direction et se propage dans plusieurs directions. Okay? Ça veut dire qu'il ne suit pas la trajectoire initiale des rayons laser. Bon, je vais tracer cette direction entre le centre de la fonte et l'écran. Voilà cette direction. Donc là, j'ai la perpendiculaire. Pourquoi? Parce que l'écran et la fonte sont parallèles. Alors voilà la tâche. Donc la tâche se situe sur l'écran. Voilà donc le centre. Alors la tâche est symétrique par rapport à cette direction. Donc je vais mesurer pour avoir la symétrie. Donc voilà, ici 7, ici 7. Alors je montre ici la largeur de la tasse centrale. Voilà. Et voilà. Donc les autres tâches se situent symétriquement de part et d'autre de la tâche centrale. Alors je vais ici représenter cette tâche centrale. Voilà. Elle a une forme ovale. Voilà la tâche centrale. Bon, sa largeur, je vais le noter par grand L, la largeur de cette tâche. Donc, L et l'écart angulaire, c'est quoi? C'est l'angle que fait ce rayon, ok, qui passe par l'extrémité de la tâche, soit cette extrémité ou bien celle-là, parce que j'ai dit que la tâche est symétrique par rapport à cette direction. Voilà l'écart angulaire θ. θ. On a le même écart angulaire, θ. Ok. Et là, elle représente quoi? Elle représente la longueur de la tasse centrale. Donc, pour l'écart angulaire, alors on a la relation suivante. θ égale à lambda sur A. Exprimé en radians. D'accord? Donc c'est l'expression de l'écart angulaire. On n'a rien à montrer ici, donc c'est une relation que qu'on ne peut pas démontrer pour votre niveau. Ok? Donc θ
est appelé, ou bien, donc on a appelé θ, c'est l'écart angulaire, donc θ c'est quoi? C'est c'est la direction, ok? Direction entre, pardon, donc j'ai dit c'est l'angle entre le rayon qui passe par le centre de la tâche et l'angle entre le rayon qui passe par le centre de la tâche, et le rayon qui passe par son milieu, ou bien son centre. Alors c'est la définition de l'écart angulaire. Donc j'ai dit qu'à partir de l'écart angulaire, on va montrer, ou bien on va établir l'expression entre ces trois grandeurs. Ok. Et on va utiliser la géométrie tout simplement. Bon, la distance entre le centre de la tâche et l'extrémité de la tâche va être L sur 2. Voilà. L sur 2. Et là, donc, on va exprimer tangente de θ. Alors, tangente de θ, comme vous voyez sur la figure, donc la tangente, c'est toujours égal à l'opposé sur l'adjacent. Alors, l'opposé, c'est L sur 2, et l'adjacent, c'est D. Bon. Alors, donc, comme petit titre, ok, donc 3, expression de la largeur de la tâche. Largeur L de la tâche. Alors, exprimons tangente θ. Tangente θ, donc j'ai dit, c'est l'opposé, qui est L sur 2, divisé par l'adjacent, qui est D. D, c'est quoi? C'est la longueur qui sépare, ou bien la distance, la longueur qui sépare. C'est mieux d'écrire la distance. Qui sépare l'écran, ou bien la fente de l'écran. L'écran. Alors donc, écran, elle est parallèle à la fente. Θ. Θ est très petite, toujours inférieure à 10 degrés, ça veut dire que à peu près égal à 0. Et dans ce cas, on peut faire l'approximation suivante. Tangente alpha, ou bien tangente θ est à peu près à θ. Ok? Donc, je vais effacer cette partie supérieure pour avoir l'espace. Voilà. θ est petite. On considère que l'angle, lorsqu'il est inférieur à 10 degrés, on le considère qu'il est proche de 0. Implique que tangente θ est à peu près égale à θ. Et je vais, de cette expression, ok, voilà, donc on a déjà θ égale à lambda sur θ. Donc, bon, alors je vais remplacer θ par cette expression, lambda sur A égale à L sur 2 divisé par D. Ça prouve quoi?
ok, ainsi. Alors on cherche l'expression de la largeur de la tâche. Alors L égale, ok. Donc voilà. Alors 2, elle est au dénominateur, ok. Donc c'est 2 lambda D sur A. Alors voilà l'expression de la largeur de la fonte en fonction de la longueur de la distance qui sépare l'écran de la fonte et de A, la largeur de la fonte. Et revenons aux observations expérimentales. Donc vous voyez ici que cette largeur augmente si lambda augmente, si D augmente, ok, et si A diminue. Donc cette expression de L est conforme aux observations expérimentales. Bon, voilà tout pour la diffraction. Maintenant, on va passer à un autre phénomène que subit une onde lumineuse, c'est le phénomène de la dispersion.